J'aimerais vous faire peur d'un secret, mais ça reste entre nous, hein. Pour une étudiante en sciences de la santé, les sciences n'ont pas toujours été mon point fort. Dès ma troisième secondaire, j'ai compris qu'il me faudrait mettre les bouchées doubles. Et malgré tout, il arrivait encore parfois que mes résultats ne reflétaient pas les heures d'études que j'y consacrais. C'est alors que je me suis posé une question qui, j'en suis certaine, a traversé l'esprit de plusieurs d'entre vous. Et si mon cerveau n'était tout simplement pas fait pour ça? Ce mythe, celui d'une inadéquation innée, est profondément ancré dans nos milieux scolaires. Dans un système qui nous donne l'impression de porter le poids de la réussite tout seul, où on a tendance à travailler en silo, on finit par adopter une logique binaire, celle de « tu l'as ou tu l'as pas ». Une vision qui, vous l'aurez deviné, freine le développement cognitif. Un peu plus tard, dans le cadre d'un projet personnel de fin de parcours de secondaire, j'ai décidé de me pencher sur la métacognition, la science qui s'intéresse à la façon dont on pense et à la manière dont on peut contrôler nos processus cognitifs. Tout ça dans le but de voir s'il serait possible d'échapper à ce cercle vicieux et plus largement de reprendre le pouvoir sur son propre apprentissage. Ce soir, j'ai la chance de partager mes découvertes avec vous. Et à ma plus grande surprise, elles m'ont mené bien au-delà des neurosciences. Déjà, il faut garder en tête, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, que l'assimilation de toute information est un effort actif, répétitif et biologique. Biologique au sens où tout se joue à l'échelle des neurones. Notre cerveau agit un peu comme un muscle. Ses habiletés se développent par l'entraînement. Ainsi, l'apprentissage ne serait pas un don, mais plutôt un processus que chacun peut s'approprier. Un autre élément clé, c'est le cortex préfrontal. C'est là où tout débute. Lorsqu'on entame une tâche pour la première fois, cette région est dite en surcharge. Puis, au fur et à mesure, nos neurones établissent des connexions qui se frayent un chemin vers des zones spécialisées selon la nature de l'apprentissage. Prenons par exemple l'un des apprentissages les plus marquants de notre vie, la lecture. Au début, la tâche est complexe. Elle mobilise presque exclusivement le cortex préfrontal. Mais à force de lier sons et lettres, de déchiffrer des mots puis des phrases, c'est le cortex occipito-temporal gauche qui va prendre la relève. Et cette région est impliquée notamment dans le lien entre le langage parlé et la vision. Mais dans un environnement où l'apprentissage est axé sur la performance et l'accumulation, notre cerveau n'a pas l'occasion de consolider adéquatement ses connexions. On a alors l'impression de comprendre ce qu'on nous enseigne, mais l'information n'est retenue que le temps d'un examen. Une fois la copie remise, on oublie. Parce qu'un cerveau saturé tend à délaisser les connexions qui n'ont pas été suffisamment renforcées. Lorsqu'il est question de tout simplement passer un examen, on parle de motivation extrinsèque, c'est-à-dire qu'elle dépend de facteurs extérieurs, comme la note ou la récompense. Ce type de motivation peut être efficace à court terme, certes, mais il demeure particulièrement fragile, parce qu'il tient tant que les incitatifs tiennent. Il y a alors un risque élevé de désengagement, puisque l'élève ne cherche plus réellement à comprendre ce qu'on lui enseigne. Sa curiosité s'effrite. Et ce désengagement se traduit non seulement par une perte d'intérêt envers la matière, mais aussi par une forme de déconnexion vis-à-vis l'enseignant, dont le rôle se résume alors à la simple transmission d'informations plutôt qu'à celui d'un partenaire actif dans l'apprentissage. L'étudiant n'a plus le réflexe de solliciter son aide et se retrouve progressivement isolé, ayant l'impression de porter le poids de sa réussite seul sur ses épaules. Malheureusement, je l'ai vécu moi-même dans le cadre d'un cours de physique. J'ai très bien débuté ma session,
Je saisissais certains concepts plus rapidement que d'habitude et je réussissais mes exercices du premier coup, ce qui était vraiment du jamais vu pour moi. Mais après une note peu satisfaisante et un changement d'enseignant, mon progrès a été chamboulé. Malgré mes efforts, je ne réussissais plus à assimiler la matière. Et étudier est redevenu pénible. Et ce n'était aucunement la faute du professeur. Pas du tout. Simplement, mon cerveau peinait à collaborer pour un objectif qu'il ne parvenait plus à cerner et qui lui semblait soudainement imposé. Mais alors, si le cerveau peut se désengager aussi facilement, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui le réengage? Il n'est plus question de simplement mémoriser, mais plutôt de chercher à appliquer ses connaissances dans la vie de tous les jours. Cette dimension est d'ailleurs de plus en plus présente dans nos milieux scolaires. Mais le temps et l'espace nécessaires pour la développer demeurent limités. Mais s'ouvrir à la découverte, ce n'est pas une affaire individuelle. La curiosité de l'étudiant se nourrit de l'expertise de son enseignant, du soutien de ses pairs, de ses parents et des ressources mises à sa disposition. Bref, c'est tout un filet qui se tisse. Et c'est un processus collectif, ce qui explique pourquoi l'enseignement actif est une méthode essentielle à incorporer. L'enseignement actif se caractérise par un échange constant entre enseignants et étudiants, mais aussi entre pairs, ce qui favorise ce qu'on appelle l'attention volontaire. Contrairement à l'enseignement magistral, une méthode que nous connaissons tous et qui demeure pertinente dans certains contextes, mais se révèle assez rudimentaire dans d'autres, cette approche est plus dynamique. Les travaux collaboratifs et les discussions en classe créent un espace de sécurité psychologique, où l'erreur est permise et où chacun peut participer librement. Avant même d'entrer dans mon cours de chimie organique, j'étais terrifiée, influencée par les rumeurs sur la difficulté du cours. Je suis donc entrée avec beaucoup d'anxiété, presque pétrifiée. Heureusement, certains de mes amis, passionnés de la chimie, ont commencé à me partager leur enthousiasme, à prendre le temps de m'expliquer des notions et surtout à me rappeler que j'étais à la hauteur, que le problème, ce n'était pas mes capacités, mais mon manque de confiance en elles. Mais selon moi, ce qui a réellement marqué un point tournant, c'est le dialogue que mon enseignant avait instauré en classe, mais aussi en ces périodes de disponibilité. Il y avait toujours des gens à son bureau. Et dans ce va-et-vient constant, peu à peu, j'ai moi aussi osé m'y rendre. Au début, ce n'était pas évident. Pourtant, cette ouverture m'a permis d'établir une relation de confiance avec lui. Tranquillement, je lui ai avoué que mes cours de chimie précédents m'avaient laissé des bases fragiles et que je doutais beaucoup de moi. Il m'a écouté, m'a encouragé, il m'a offert des conseils concrets. Mais surtout, il m'a montré que ma réussite le tenait réellement à cœur. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que la confiance précède l'apprentissage. Elle naît de la coopération entre étudiants, avec l'enseignant, et dans un cadre qui permet ces échanges. La rétroaction est un exemple parfait de coopération. Elle représente un premier maillon dans la réaction en chaîne essentielle au développement de nos connexions neuronales. Notre cerveau trie l'information selon sa pertinence et son intérêt sur le long terme. Il a donc besoin d'indices clairs pour aiguiller ce processus et renforcer les bonnes connexions. À Brébeuf, nous avons la chance de bénéficier d'enseignants présents à leur bureau à l'extérieur des cours,
rémunérés pour nous offrir leur soutien. Nous avons aussi le privilège, et je pèse mes mots, d'avoir accès à des ressources de qualité, comme notre bibliothèque avec ses ouvrages spécialisés, ou bien les services de tutorat gratuits pour les étudiants en difficulté. Ensemble, ces outils tissent un véritable filet de soutien. Mais tous les cégeps et écoles n'ont pas cette chance. Les coupures budgétaires limitent l'accès à la rétroaction et à l'accompagnement, imposant un décalage entre ce que les étudiants peuvent recevoir et ce dont ils ont besoin pour se sentir soutenus dans leur apprentissage. À titre d'exemple, un cégep privé comme Brébeuf peut consacrer près de 3 000 $ à l'achat d'ouvrages en philosophie, tandis qu'un cégep public, qui accueille pourtant 3 fois plus d'étudiants, se voit limité à un budget n'excédant pas les 500 $ pour ces mêmes ressources. Ces disparités creusent un gouffre bien réel. Il est alors tout simplement question d'inégalité des chances. On ne part pas tous du même point et tous les étudiants ne bénéficient pas de l'encadrement nécessaire pour évoluer avec confiance. Et ces inégalités se font ressentir à l'échelle d'une province entière. L'index de mobilité sociale mesure la possibilité, sur le plan économique, de s'élever au-delà de la situation économique de ses parents. Autrement dit, la possibilité de gravir les échelons de la société. Or, l'un des facteurs les plus déterminants dans l'évaluation de cet index, c'est l'accès à l'éducation de qualité. Et rappelons-le que l'éducation est une responsabilité provinciale. Les priorités et les politiques peuvent donc varier d'un endroit à l'autre. Alors, je vous pose la question suivante, cher public. Sur 10 provinces, en termes de mobilité sociale, où pensez-vous se situe le Québec en 2025? Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons en dernière position, 10e sur 10. Mais alors, comment peut-on continuer à attribuer la réussite ou l'échec uniquement à l'étudiant, alors que nous vivons dans un contexte où l'accès au soutien est aussi inégal? L'apprentissage ne peut tout simplement pas être une affaire solitaire, parce qu'il repose d'abord et avant tout sur la collaboration et l'engagement à tous les niveaux, de l'étudiant au pédagogue, en passant par nos politiciens. Parce que nos enseignants vivent eux aussi une pression énorme entre l'instabilité, le manque de reconnaissance et la charge de travail. Il devient difficile de se consacrer pleinement à sa vocation. Un enseignant en situation de précarité est un enseignant épuisé. Et transmettre sa passion dans un climat d'incertitude devient un véritable défi. Les coupures budgétaires freinent les moments d'échange entre enseignants et étudiants, où nos pédagogues peuvent nous faire découvrir l'ampleur et la richesse de leur domaine d'expertise. Et lorsque ces préoccupations sont soulevées, elles restent souvent sans écho, ce qui devient profondément démoralisant. J'ai un énorme respect pour nos enseignants, non seulement pour la beauté de leur métier, mais aussi parce que j'ai été témoin de cette réalité de près. Ma mère est enseignante, et j'ai vécu avec elle cette instabilité, notamment en 2023, lors de la grève de la FAE. Comme quoi, on n'a pas besoin de remonter bien loin pour voir à quel point notre système peut vaciller. Pour des enseignants qui perdent confiance dans le système qui les encadre ou qui peinent à s'y épanouir, l'épuisement professionnel est une conséquence inévitable. Et ça affecte directement la qualité de notre éducation. En ce sens, un système qui fragilise ses enseignants fragilise aussi ses étudiants. C'est pourquoi
nous avons le devoir de viser plus haut, non seulement pour nos camarades, mais aussi pour nos enseignants, nos professeurs, qui portent en eux la flamme de leur métier et qui continuent à donner le meilleur d'eux-mêmes malgré les conditions qui fragilisent cette lumière. Cher public, ce soir, je ne cherche pas à vous proposer une recette miracle. Je ne l'ai pas trouvée malheureusement. Et ceci n'est pas un appel à la révolution non plus, rassurez-vous. Mais s'il y a une chose que je veux que vous reteniez de cette présentation, c'est que vous avez le pouvoir de demander mieux, de repenser votre place dans la communauté éducative et de travailler ensemble pour combler ces manques par le soutien mutuel, l'échange et la valorisation de chacun. Parce qu'un enseignant, c'est plus qu'un orateur. Un étudiant, c'est plus qu'un disque dur. Et l'éducation, c'est plus que de la gestion. C'est un espace vivant, fondé sur des relations humaines et sur le pouvoir d'agir ensemble sur l'apprentissage. En redonnant sens à l'éducation aujourd'hui, nous serons en mesure de former des citoyens de demain, de cultiver la curiosité, l'esprit critique et la confiance des générations qui prendront la relève. Parce qu'apprendre à apprendre, ça se construit dans le collectif. Et c'est en cultivant cette dimension humaine, cette forme de symbiose, que nous pouvons nous élever ensemble au-delà des limites du système actuel et créer un environnement où chacun peut s'épanouir et réussir. Merci.